Au milieu, il y a un nœud là. Tu vois? Là? Et ça, il faut voir quand tu lèves ta voile qui est ça, quoi, parce que ça fait désordre. Hop, voilà, j'ai tout démêlé. Allez à droite, bravo Gilles. Allez les gars. Allez, à plus. Bon vol. Impeccable. Ça va Gilbert, ça s'est bien passé? Ah ouais. Ouais, super vol. Ah, je suis descendu parce que j'en avais pas. Ah, il va aller là-bas. Il y a la voiture. Il est têtu. Hein. Il y a la voiture là-bas. Il est têtu. Et bien tant pis pour lui, il n'aura pas le film. Il aurait déjà dû être aligné là. Quand tu es près du sol, il faut... Voilà Jean-Pierre. Allez, oh, faut que tu passes à te poser maintenant. Hein. Lève-toi, 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 lève-toi. Tu vois, on sort pas de la sellette. Je peux pas me lever. On croit toujours que les autres ils plient comme il faut. En fait, ce qui est bien, c'est le sac. Ils mettent dans le sac, c'est vachement bien ça. C'est-à-dire? Tu sais, ils tendent un machin là. Ah ouais, il balai surtout comme ça. Tranquille. Petit. Notre sœur n'est pas très regardante sur les aptitudes physiques de ses prétendants. En tout cas, il est très gentil et il est serviable. Et il travaille, lui, malgré son infirmité. Bonjour, monsieur, c'est le contrôle de la sécurité sociale. C'est quoi cet accent? Qu'est-ce que tu nous fais là? C'est l'accent alsacien. Tu vas essayer de recommencer sans faire le fat. Bonjour madame, bonjour monsieur, contrôle de la sécurité sociale. Puisque tu ne veux pas te lever le mafre, ben c'est moi qui vais le faire. Tu vas jouer mon rôle. Ah non. Si, ne discute pas. Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis le contrôle de la sécurité sociale. Contrôle papier Monsieur, vous êtes bien César Raspigoul, né le 17 décembre 1968, résident 18 rue du Port à Marseille 2e, enregistré au PS de la Sécurité sociale sous le numéro 1 68 12 13 007 005.
déclaré invalide à 100% depuis le 1er janvier 89, suite à un accident de Arbeit. Non, oui, c'est ça, mais arrête, Fanny, là, tu me fais peur. On répond oui, madame, non, madame, ou on se tait. Non, Fanny, tu veux pas qu'on fasse comme tonton il a dit, c'est vraiment effrayant comme tu nous parles, on n'a pas l'habitude. Bon, vous me promettez de ne plus faire les couillons. Oui. Alors on fait mot pour mot comme ce qui est prévu. Marius, tu gardes le tablier et tu joues mon rôle. César, toi tu restes assis à lire le journal. Mais si le contrôleur arrive quand je suis debout. Tonton a dit qu'il y a 9 chances sur 10 qu'il te surprenne assis en train de boire le pastis ou de lire le journal. Les deux, là. La brigade gendarmerie de Badon, ils sont pas là. Quoi? Ils sont civils, ouais, c'est pas grave. Les pompiers, l'équipement de Badon, il est là. Je m'en rappelle plus, je suis. On va finir. Oui, donc là je suis arrivé dans la région, ça fait 10 ans, et ça fait 9 ans que je me suis installé dans la yourte, qui vient de Mongolie, fabriqué en Mongolie. Si. Et puis il y a un revendeur là dans la vallée du Rhône, je suis allé la chercher moi à côté d'Avignon. Et ensuite on l'a monté avec 2 personnes du village qui sont connues, avec Ézéchiel. Ézéchiel qui est le père de Jean, là, qui est connu dans le village, qui lui a déjà une yourte, donc il connaissait, il savait comment la monter. Et ensuite j'ai fait avec Alain du village, aussi Alain de Ligonière, donc tous les 3 on a monté la yourte en une demi-journée. Voilà, c'est parce qu'elle arrive bien sûr toute démontée. Voilà, bon j'avais au préalable fait le plancher parce que c'est livré sans plancher. Et voilà, donc depuis 9 ans je suis dans cette yourte, je me trouve très très bien. 6 mètres de diamètre. Voilà, 27 mètres carrés de surface, avec un poêle central. Je me suis installé une cabine de douche, j'ai mon coin cuisine avec l'évier, la cuisinière à gaz, j'ai un petit chauffe-eau pour chauffer l'eau de la douche ou de l'évier. Voilà. Par contre les toilettes sont à l'extérieur, ce sont des toilettes sèches. Pour l'eau, je suis raccordé à l'eau du village. Par contre, pour l'électricité, je suis autonome. J'ai des panneaux solaires, j'ai 2 mètres carrés de panneaux solaires qui me suffisent pour mes petits besoins. C'est-à-dire pour la hi-fi, l'ordinateur, l'éclairage et le petit électroménager, vous voyez, les mixeurs, les choses comme ça. Par contre, ce que je n'ai pas, que je ne peux pas avoir, c'est un lave-linge. Ça, c'est trop consommateur d'énergie, j'aurais pas assez de puissance pour ça. Voilà, ça. Bouddhiste, c'est un bien grand mot, disons que voilà, je me suis intéressé à la philosophie bouddhiste et j'ai suivi des enseignements avec un maître moine vietnamien, moine zen, qui a un monastère dans le sud-ouest de la France, pas loin de Bordeaux, qui s'appelle le village des Pruniers. Donc où vivent une communauté de moines et de moniales, où ils sont à peu près 200 moines et moniales, donc c'est une grosse communauté. Et on peut y aller quand on veut, ou disons au moins une semaine par an ou plus, suivre des enseignements. Pendant une semaine, on a tous les jours des enseignements qui sont délivrés par ce moine vietnamien, qui s'appelle Thich Nhat Hanh. J'étais à Montpellier quand j'avais quitté Toulouse, j'étais à Montpellier quand je l'ai connu, grâce à une amie qui me l'a fait connaître. Voilà, et c'est vrai que ces enseignements bouddhistes, ça a été un tournant dans ma vie, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Peut-être de là est venue l'idée effectivement de vivre dans une yourte, parce que vivre dans une yourte, ça veut dire quand même, c'est assez rustique, hein, assez
il faut faire le vide, hein. On n'a pas beaucoup de place, donc ça veut dire qu'il faut se débarrasser de tout le superflu et vivre avec ce qui est vraiment indispensable, essentiel à la vie. Là, il y a un petit Ganesh, c'est le fils de Shiva, les dieux de l'Inde. Là, ça c'est Shiva, avec la danse de Shiva. Et puis ça, c'est la photo d'un des plus grands sages de l'Inde, c'est Ramana Maharshi. C'est ce qui fait qu'on est en 100% naturel. Et c'est fait avec quoi le levain? L'eau et la farine en fait. C'est une fermentation. Tu vois? Tu sens? Une acidité un peu. Donc tu pars d'une petite quantité de levain et tu lui donnes à manger de l'eau, de la farine, une certaine température, un certain dosage de quantité, proportion. Et ça en fait, tu le gardes tout le temps un petit peu pour la fournée suivante. Donc pour refaire ton levain, donc là aujourd'hui il me fallait 8 kg de levain, donc là c'était plein en fait. Donc ça c'est ma pâte à pain pour la brioche, j'arrête là. Ça c'est mes pesées. Donc ça il y a mon sucre, il y a mon sel, ça va être ma pâte à brioche. Il me reste le beurre et les deux qui se mélangera mieux, on va faire de la pâte. Elle est en fermentation, là, elle est en train de devenir une mousse au chocolat. Donc là, il y a de la farine de sarrasin, de châtaigne, de riz et des graines de lin que j'ai hydratées avant. Donc, alors le gluten, c'est ce qui fait que le pain lève, le pain ne soit pas nifiable. C'est les protéines, c'est ce qui crée un réseau. Donc c'est des petites bactéries qui sont dans la farine. Une fois que la farine est mélangée avec l'eau, les bactéries, elles se donnent la main, elles forment un réseau. C'est ce qui donne l'élasticité, c'est ce qui donne le fait que le pain soit panifiable. C'est-à-dire, si vous mettez de la farine de maïs, de la farine de sarrasin, où il n'y a pas de gluten, c'est pas du blé en fait, c'est pas la famille du blé. Vous les mettez avec de l'eau, vous mettez à cuire, ça ne lèvera jamais. Ça restera une galette plate. Le maïs, on peut faire des galettes, on ne peut pas faire du pain avec que du maïs. Le gueulard, en fonte, donc ça c'est... Merci à tous et à toutes d'être venus si nombreux pour commémorer l'armistice et les 100 ans de la guerre de 14 et 8. Fabre Léon. Mort pour la France. Jourdain Ernest. Mort pour la France. Viale Lucien. Mort pour la France. Esséric Emmanuel. Mort pour la France. Dessau Joseph. Mort pour la France. Ricavi Alfred. Mort pour la France. Borel Léopold. Mort pour la France. Constantin Siméon. Mort pour la France. Je suis obligé de faire. On va regarder les graines. Les graines ne sont pas. Moi, ça sent le sourd. Ils sont pas assez cuits alors. Ouais. Et je m'en doutais parce que ceux-là, je les ai mis il n'y a pas longtemps. Par contre, ceux du fond, les gros pains de campagne, ils ont bien coloré, ils sont magnifiques. Et là, ils sont toc toc. Ils sont cuits.
C'est une machine industrielle, professionnelle, pour le cuir. C'est une machine américaine. Il y a encore dessus un peu de définition à faire, hein, parce que au point de vue réglage tout. Et à côté, à gauche, c'est une ménagère qui appartient à ma mère. Il faut le couper. On appelle ça le couteau demi-pied de lune. C'est pour couper. Ensuite, ce qui est important de faire, c'est sur les côtés, pour le couper l'angle, on coupe l'angle, c'est un tranché. Il y a aussi celui-là, selon le cuir qu'on fait pour couper, c'est aussi un tranché pour le cuir. Il y a ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est pour parer, pour enlever des épaisseurs de cuir. Par exemple, pour affiner le cuir, les plus loin. Voilà. Ça, c'est une lissette, c'est pour lisser le cuir quand on a fait des coupes. Ça, c'est pour ni plus ni moins, c'est une fantaisie, c'est pour faire un trait dans le cuir. Voilà. Après, il y a les outils. Comme ça, c'est l'outil qui est très important. C'est la gouge. Ça veut dire qu'un cuir, en tirant, on fait une tranche dans le cuir. Quand on coud, le fil est à l'intérieur. Ça évite les frottements et les usures. Voilà. Ça, c'est la laine. C'est comme une grosse aiguille montée sur un manche qui sert à percer le cuir pour passer l'aiguille avec le fil. Après, on travaille avec deux aiguilles. Du fil, c'est du fil de lin, plus loin. Bon, là, en gros, avec deux fils. Hein. Avec deux aiguilles, je veux dire. Deux aiguilles? Un fil et deux aiguilles. Une aiguille de chaque bout. Voilà. On rentre le fil. On l'équilibre à peu près. On refait un trou en suivant. Alors là, il faut bien tirer, de façon que le fil rentre dedans. Hein. Voilà. Deux aiguilles pour le même fil. Ça veut dire qu'il y a une aiguille de chaque bout du fil. Bon, on va le faire en temps. J'ai du fil là. Après 2 secondes. Il faut toujours un ou deux fils hein, en arrière. Voilà. Bon, là, on va mettre celui-là encore une fois. Là, il a mis le filet, lui, on a quelques petits poissons pour pêcher. Regarde là le miel. Il n'avait pas vu. Ah, il est maman, l'asal. Oui, il a le fumoir pour mettre la fumée. Cette année, c'est une soirée comme ça. Ah ouais, non, ça coulait là. Ça coulait comme le doigt devant. Je fais laver le bal et après, dans le bac, ça tombait par là. Oh les gars, ça sent plus que la taille. Je crois que ça.
combien? Est-ce que tu veux prendre la maison? C'est un peu haut, la maison. Il est sûr qu'il va pas tomber? T'as vu le stress dans son face? Ah ouais. Mais moi, alors, la passion du métier m'est venue depuis petit, en allant avec mon grand-père. Lui, il a fait tondeur toute sa vie, il avait des brebis à côté. Et je ne savais pas encore marcher, il m'emmenait avec lui, garder les brebis. Et du coup, depuis petit, la passion m'est venue. Et de là, après, j'ai commencé à aller avec lui. À l'âge de 10-12 ans, j'ai commencé à garder les brebis. Et de là, après, la passion m'a jamais plus quitté. Et quand mon grand-père a commencé à être malade, c'est mes parents qui ont repris les brebis, il n'y en avait que 150. Et de là, quand ils ont vu que j'avais vraiment la passion, ils ont remonté le troupeau. Et combien il y en a maintenant? Et maintenant, il y a 600 mères. Sur les 600 brebis, il y a beaucoup c'est une race qu'on appelle la Mourée rousse. C'est une brebis qui vient des Alpes-Maritimes. Et que c'est une brebis qui est rouge. Et il y a un peu des brebis blanches aussi, voilà. Alors dans le troupeau, il y a des brebis meneuses qu'on appelle. C'est celles qui nous suivent. Et avec, il y a une trentaine de chèvres du Rhône. Voilà. Les brebis Mourée rousse, on les reconnaît surtout car elles ont la tête et les pattes rouges avec la laine blanche. Et la race veut qu'elles aient au moins une étoile ou une liste blanche sur la tête. Alors l'étoile, c'est ce qu'on appelle au moins une petite tache ou un petit triangle blanc sur le front. C'est le minimum accepté pour le standard de la race. Si tu veux, mon grand-père avait des brebis blanches, des métisses. Et quand mes parents ont voulu augmenter le troupeau, comme on était en bio, on a acheté ce qu'on trouvait. Donc, du coup, on a eu trouvé des préalpes. Et d'après les préalpes, on a décidé de mettre des brebis Mourée rousse. C'était une race qui nous allait plutôt bien, comme on passe toute l'année dehors. C'est une race vraiment rustique et qui se défend très bien dans le bois, qui mange tout et une très bonne mère. Et du coup, on a acheté des Mourées rousses et doucement, on est en train d'augmenter les Mourées rousses. Et au fur et à mesure, on enlève les blanches et on remet des rouges. Au niveau des brebis meneuses, c'est des brebis que depuis petites, on élève au biberon. Et qui du coup s'attachent beaucoup à nous. Et qui nous suivent quasiment pas à pas. Et il y a les chèvres aussi. Les chèvres, il faut savoir que c'est quand même beaucoup plus familier que les brebis. Elles s'attachent beaucoup plus vite. Et comme les chèvres sont beaucoup moins grégaires que les brebis et plus dominantes dans le troupeau, c'est elles qui vont mener le troupeau. Et du coup, les brebis meneuses, on les reconnaît surtout au fait que c'est souvent à elles qu'on met les plus belles sonnailles. Et souvent, on leur laisse des pompons de laine sur le dos. C'est une tradition qui veut dire que c'est une meneuse. On appelle ça les floquets ou les foucas. Les légers rouges là, avec la croix dessus, ouais. C'est les brebis de ma mère. Ouais. Et le M bleu avec le cœur, c'est à mon père. Et après, il y a des brebis avec une étoile bleue sur le cul, c'est mienne. Elle est sciée. Cette face est sciée. Je la reprends au chasse-pierre, tout autour. Ah, pour, oui, d'accord. Au chasse. Je fais le tour avec le chasse. Petit bout au milieu là. Avec ça, je le fais sauter. Un peu là, sur l'épaisseur là.
son lit de mortier là. Ouais. Voilà. En vérifiant qu'elle soit bien alignée au cordeau évidemment. Il faut que le cordeau il passe sans problème là. Voilà. Alors le têtu, là ça c'est l'outil à tout faire. Pour dégrossir, c'est le top. Après j'ai la chasse et la massette portugaise. Là, ça c'est une massette, comme ça tu peux te taper sur les doigts sans avoir mal. Ça sert à ça. Ça bousille les poignets, mais... Autour de l'arbre, on voit qu'il manque de l'herbe. Donc le fait qu'il manque de l'herbe, ça veut dire qu'il y a peut-être que la truffe elle produit une acide qui détruit l'herbe. Voilà, donc ce qui fait que ça permet peut-être de... Ça fait des traces. C'est pas garanti qu'il y ait des truffes quand même. À la pioche, on détruit les petites radicelles et c'est les radicelles qui font la truffe. Donc il faut éviter de faire un gros trou. Quand on cherche la truffe, il faut chercher précisément. Et il faut creuser uniquement où il y a la truffe. La mouche ne mange pas. La mouche, elle sent, elle vit de l'odeur. Et par contre, elle pond des œufs et ça fait des vers. Et c'est les vers qui mangent la truffe pour sa reproduction. On peut attendre 1 minute, 2 minutes, comme 5, peut-être davantage. Mais des fois ça va venir, hein. En plus dans ces pierres, l'odeur se diffuse. Le problème c'est que l'odeur elle se diffuse, si ça se trouve, suivant le vent qu'il y a, l'odeur elle ressort là, et la truffe elle est peut-être là-bas au fond, complètement en boule. Normalement avec le froid elle ne bouge pas trop. Ah, ça y est, tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu la vois? Dans l'herbe, elle est Elle est sur l'herbe, non? Ouais. Elle est là. Et là, elle est voilà, lâchée. regarde là sur la pierre, elle est. Tu la vois? Où ça? Sur la pierre. Ah ouais, attends. Et là tu peux la filmer comme ça. Attends. Je suis trop près. Là, c'est là. Là, c'est là. Sur la pierre, elle est là, je l'ai. Tu fais le montage là. Là ça sent. Ça sent? Ah oui. Comme ça? Vas-y. Voilà. Vas-y. Belle au truc, hein?